Les invités sont arrivés et vous êtes très ponctuels et très fidèles depuis ce matin à tous ces rendez-vous au forum. J'espère que vous passez une très bonne journée pour cette première édition du Salon de la pâtisserie. Alors le thème que nous allons aborder, la pâtisserie, un fleuron made in France. Donc nous allons échanger avec Antoine Poucomon. Bonjour monsieur, pardon. Bonjour Jérôme. Vous êtes PDG de la société Le Delas. Et vous êtes en gros la grande épicerie de Rungis. Pour les professionnels. Pour les professionnels. À vos côtés, Claude Aumesser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de la société on dit De Buyer De Buyer. De Buyer. Et vous êtes spécialiste des accessoires et des ustensiles pour cuisiner. Cuisiner et pâtisser. Et pâtisser. Et enfin, Bruno Lafargue, chef pâtissier, pardon, et vous êtes fondateur de Micmac Macarons. Bonjour, oui c'est ça. Et on ne fait que des macarons. Vous ne faites que des macarons. Mais soyez les bienvenus. Alors, je ne sais pas, mais on a sans doute des spécialistes amateurs aujourd'hui. Pour faire une bonne pâtisserie, pour avoir un résultat qui soit joli et bon, j'ai envie de parler, moi, de haute pâtisserie, comme en France, il y a la haute couture. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas que les ingrédients ou que le chef qui prime. Il y a aussi, c'est l'alliance, j'ai envie de dire, de bons ustensiles, de bons produits et d'un bon chef. Alors, qu'est-ce qu'un bon produit ? Les bons produits, je dirais, ce sont les chefs pâtissiers qui les sélectionnent. Nous les fournissons en ingrédients d'origine française, mais également d'origine étrangère. Et l'Italie occupe une place de choix dans ce domaine-là. Et nous, notre rôle, c'est d'aller dénicher les ingrédients les plus qualitatifs pour les proposer aux chefs pâtissiers et en fait ensuite voir si c'est une source d'inspiration pour eux, quoi. Mais alors comment, pour le néophyte que je suis, comment par exemple là je vois vous avez des noisettes. Alors ici je me suis permis d'illustrer le propos en apportant des noisettes du Piémont, mais noisettes du Piémont, je pense que beaucoup de gens connaissent. Néanmoins, il y a noisettes du Piémont et noisettes du Piémont. Mais c'est ça. Alors comment pouvez-vous définir que vous choisissez la meilleure noisette du Piémont ? Alors, je commence, enfin, pour découvrir cette noisette qui vient d'un garçon qui s'appelle Mattia Pariani, eh bien, j'ai passé en fait 2 jours à Turin, au Salone del Gusto, qui est le salon slow food de Turin. Et j'ai passé 2 jours avec deux copains étoilés, et on a fait 500 stands. On a visité 500 stands. Pendant 2 jours, on a tout goûté. Ah oui, d'accord. On a tout goûté et on est revenu avec 2 fournisseurs, notamment ce fournisseur de noisettes. Et j'ai apporté une assiette pour pouvoir vous les faire partager goûter. avec vous. Alors vous allez patienter. Et ensuite, je suis bien sûr allé visiter la fabrique. Et dans la fabrique, je me suis fait expliquer par Mattia Pariani quels étaient les critères de qualité de ces noisettes. Donc bien sûr, j'ai visité, ça démarre avec l'agriculture. Ensuite, il y a une question de variété qui est importante. Bon, moi, je suis moi-même ingénieur agronome et ça me permet de peut-être avoir, une certaine compréhension de... Et alors, il y a une étape qui est relativement clé, c'est la torréfaction des noisettes. Et dans l'usine, j'ai pu goûter des noisettes qui étaient issues de 2 modes de torréfaction. Un mode en continu, donc un tapis roulant avec un four en continu, et un mode que je vais vous faire goûter tout de suite, qui est fait avec une machine qui s'appelle Sirocco, qui est une grosse boule en inox chauffante, comme pour faire les dragées, et ce qui permet de torréfier les noisettes à cœur. Alors évidemment, c'est un procédé qui est beaucoup moins productif que le procédé en continu, mais quand vous goûtez les noisettes à la sortie des 2 chaînes de production, il n'y a pas photo, quoi. Et ça, c'est votre palais vous le direz aussi bien que le mien me l'a dit. Alors vous, Bruno, je ne sais pas si vous utilisez des noisettes dans un de vos macarons. Alors on utilise des noisettes, oui, de la poudre de noisettes. De la poudre de noisettes. Et est-ce que d'amande. vous parlez, j'imagine, le même langage, mais vous faites très attention justement à l'origine des produits, ou vous aussi pour confectionner ? On essaye au maximum d'être le plus près du produit. Enfin, c'est très tendance aujourd'hui. Oui. On a quand même aussi des problèmes de coût à avoir en fonction de ça. On ne peut pas prendre malheureusement le top produit tout le temps parce qu'on n'a pas toujours prix de vente. On n'a pas toujours la clientèle en face. Bien sûr. Pour la surrévélation de notre produit. Mais on travaille surtout avec des passionnés, c'est surtout ça qui est important. Après, il y a des gammes et on arrive à trouver ce qu'il faut pour sublimer notre produit.
Alors, mais comme Antoine va, comment dire, sur le terrain, goûter, vous allez aussi, vous, chez différents fournisseurs pour... C'est un peu plus compliqué pour moi parce qu'on travaille beaucoup, mais on reste surtout en France, là, on est plus dans les vergers. D'accord. J'ai plus me rapprocher des gens autour de moi, surtout sur le citron, sur l'orange amère. Voilà, ça, on arrive à récupérer, on va dire, localement pour essayer de les produire chez nous et voilà, pour essayer aussi... Je pense que les coûts de transport et ainsi de Oui, suite. bien sûr. Chez nous, on a un soleil fabuleux. Et ce que je regrette parfois, c'est qu'on va chercher des citrons en Espagne ou ailleurs, alors qu'on a vraiment le produit source, déjà, chez nous. Le produit est formidable. Et vous, alors Claude, vous avez un stand ici. Oui, Ce sont stand d'accessoires. d'accessoires. Alors, et vous vendez au grand public ou qu'aux professionnels? Alors nous, en fait, dans notre histoire, on a vendu au grand public, puisque il y a un siècle et demi, quand on a commencé, le professionnel n'existait pas. Oui. Ensuite, on a été entièrement professionnel et depuis une quinzaine d'années, on est redevenu grand public également, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le niveau d'exigence du grand public, il est au moins aussi élevé que celui des professionnels. C'est sûr. Donc du coup, on vend les mêmes produits au grand public et aux professionnels. Et est-ce que vous pensez justement que l'exigence du grand public s'est développée, enfin s'est accrue avec toutes ces émissions, par exemple de télé et tout cet engouement qu'il y a autour de la cuisine, mais aussi maintenant beaucoup de la pâtisserie? Absolument. Ce qui nous a permis à nous d'ailleurs de progresser très très vite depuis quelques années. Et on voit bien qu'en fait, les gens aujourd'hui demandent non seulement de la qualité, mais aussi des produits de plus en plus diversifiés. Oui, oui. D'où l'importance d'avoir des collections. En fait, quand on parle par exemple d'un cercle à pâtisserie, il y a 10 ans, il y en avait 50, aujourd'hui, il y en a 500. Ah oui, et donc le niveau d'exigence va de pair aussi avec une exigence en termes de spécialité. Aujourd'hui, tous les gens qui viennent, et surtout quand il s'agit d'un professionnel de la pâtisserie, chacun voudrait une forme et une taille différente, ce qui est extrêmement compliqué à gérer pour nous. C'est-à-dire que vous fabriquez des produits? Oui. Nous, on fabrique absolument tout. Nous, on conçoit et on fabrique et on vend. Donc nous, on est vraiment un pur produit français. Et quel est le produit phare, s'il y en a un? Alors chez nous, le produit phare dans le domaine de la pâtisserie, évidemment, c'est le cercle à pâtisserie. Et globalement, c'est la mandoline. D'accord. Et alors, je vais demander à Bruno, est-ce que pour faire des bonnes pâtisseries, on va dire, ou des jolies pâtisseries, est-ce que l'accessoire est important? C'est-à-dire, est-ce que vous faites la différence entre... Moi, j'y connais rien. Bien sûr, bien sûr que l'accessoire est important, surtout pour utiliser les casseroles de monsieur. Oui. Voilà, il y a une casserole qu'on va utiliser pendant 6 mois et il y en a pendant 6 ans. C'est pas bon pour lui parce que je la garde 6 ans, mais à la fin de la journée, elle est très bonne qualité. Ça, c'est indéniable. Mais l'évolution de nos fournisseurs, on les a fait évoluer, ils nous ont fait évoluer. Oui. Une induction, les inductions, on ne les avait pas il y a quelques années en arrière. Les premiers à les avoir employés, c'est-à-dire qu'on les met sur un coin de marbre, ça nous prend de la place. Avant, on avait des gaz, maintenant on l'enlève, ça nous fait l'espace. Voilà, si eux n'ont pas suivi dans notre domaine, on serait encore un peu largué. Et c'est vraiment un travail en binôme avec les fournisseurs, quels qu'ils soient. Bien sûr. Il faut être très proche d'eux. On a nos inspirations, donc je veux un cercle rectangulaire, telle taille et telle taille. Voilà, si vous savez que derrière, il va y avoir une demande, vous allez automatiquement, et nous, on s'occupe de la demande aussi. C'est un partage. Donc, on a nos idées, notre créativité. On essaye d'avoir le produit qu'on veut auprès des fournisseurs, que ce soit des excellentes noisettes ou que ce soit du matériel. Et après, c'est à eux d'aller faire du sourcing, de voir si c'est rentable, de lancer les opérations, les moulages et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, vous êtes tous les trois là devant nous. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où vos professions se retrouvent justement pour échanger, parler tendances, produits, envies? Antoine? Alors moi, malheureusement, c'est la première fois que je me retrouve confronté à des gens à différents niveaux de la filière, même si je suis tous les jours avec les chefs pâtissiers, mais c'est la première fois que, effectivement... C'est intéressant quand même parce que là, on parle de la French Touch. Donc, nous, on connaît le produit final, c'est-à-dire qu'on va trouver une très bonne religieuse, un très bon millefeuille, mais c'est sans vos produits et sans vos accessoires. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas des moments de rencontre ou d'échanges fréquents. Ça existe notamment dans les salons, puisqu'il y a des salons comme le CIRA, où exposent les fabricants d'ustensiles, exposent les gens qui amènent la matière première, tous les chefs sont là, donc ça fait des concours, donc on se retrouve, c'est vrai que sur scène, c'est pas courant, dans la vie courante, ça arrive quand même.
Je dirais que la star, c'est quand même le chef. Et que nous sommes un peu dans les coulisses. Mais on est très heureux. On sait qu'on a besoin de nous pour arriver à l'excellence. La star, c'est le producteur des noisettes. Hein. Ah oui, donc ça va encore plus loin pour vous. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est les coteaux où poussent les noisetiers. Donc vous voyez, dans cette profession, nous sommes tous très modestes. C'est surtout qu'on se rend compte en discutant et en échangeant avec vous que c'est vraiment un ensemble et c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait croire. C'est une très très grosse économie. Oui. Très Alors justement. importante. Ah oui, c'est énorme. Bah oui, la preuve. Hein. Oui, Vous avez oui. déjà 3 acteurs primordiaux. Il y a le noisetier qui est là, bon, européen Oui. quand même. Mais non, bien sûr, c'est une économie majeure dans la France. Et vous, alors, en tant que pâtissier, comment a évolué Est-ce que vous avez dû changer? Ça fait combien de temps que vous avez créé votre entreprise? C'est 9 ans. 9 ans. Donc le métier a forcément évolué. La place de la pâtisserie aussi? Énormément. Énormément. Et est-ce que par rapport aux consommateurs et aux clients, est-ce que les demandes sont très spécifiques? Vous avez des demandes par exemple de moules, vous le disiez tout à l'heure, mais est-ce que nous, clients, maintenant quand on vient pour un macaron chez un spécialiste des macarons, on a aussi des demandes de plus en plus pointues ou de plus en plus exigeantes? Ils veulent de la qualité. Ils en veulent pour leur prix et c'est tout à fait normal. Et nous aussi, on doit être là pour répondre à leurs attentes. Après, ils nous font confiance. Les goûts, les créations, ça reste artistique, c'est personnel. Donc soit ils nous suivent ou ils ne nous suivent pas. C'est comme un artiste, on va dire, Bien avec sûr. de la chanson ou du théâtre. Soit il fait du public ou il n'en fait pas. Donc à partir de ce moment-là, on a acquéri de la qualité et après de la confiance. Bon, bah, c'est beaucoup plus facile. Et la communication se fait entre le client et le professionnel. Et comme avec vous, monsieur, et ben, on va avoir un échange et on va aller dans la direction un peu qui vont nous guider inconsciemment où on va essayer quelque chose de vraiment particulier. On va voir s'ils suivent. On va faire un one-shot. On va voir et puis on verra, quoi. Et c'est quoi le macaron phare chez vous alors? Phare, nous c'est la diversité, on a quand même pas mal, on a une quarantaine de sortes donc on peut y aller, mais on travaille beaucoup avec les saisons aussi, hein, donc là on est sur l'abricot, la pêche, ça arrive comme ça, et puis en hiver on va être sur la crème de marron. Mais le phare, non, le yuzu marche très fort, donc plutôt japonais. Oui. Sinon les gens préfèrent quand même se rassurer. Voilà, quand c'est personnel, ils vont prendre un peu pour eux quelque chose d'un peu d'excentrique, mais pour offrir. Est-ce que vous allez aimer le yuzu? J'en sais pas. Vanille, fraise, framboise. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, là on parle de vos macarons, on va après parler d'un produit, mais en plus c'est vraiment indémodable. J'ai l'impression que il y a des desserts ou des pâtisseries qui passent de mode, et le macaron, ça, vous le disiez, ça rassure, c'est le cadeau qu'on offre quand on va dîner chez quelqu'un, quand on va visiter une personne malade, par exemple, on lui offre des macarons. C'est quand même un incontournable. Maintenant, oui, avant, on n'avait pas ça. Donc, ça, c'est les grands pâtissiers parisiens qui ont mis ça en place, on va dire, en poussant au niveau des médias. Les médias ont suivi. Donc, c'est une grosse logistique et ça perdure. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, en tout cas, pour que ça traverse les frontières. C'est un produit qui est reconnu, qui voyage très bien. Donc, rapidement quand même. Maintenant, on voyage rapidement, donc c'est facile à transporter. On a dans tous les aéroports. C'est un petit sac avec des macarons. Ça passe dans l'avion, ça passe aux douanes et ça passe après à qui vous voulez l'offrir. Donc, beaucoup de gens le voient. C'est pratique. C'est très très pratique. C'est diversifié au niveau des parfums. Donc, c'est l'ambassadeur par excellence, à mon goût en tout cas, de la pâtisserie française. Ça, c'est indéniable. Facile à transporter et aussi, on peut le refaire à n'importe quel endroit. Demain, je vais en Chine, ou je vais au Japon, ou je vais en Russie. Oui, c'est ça. Je peux refaire du macaron, quoi. Alors, et vous, par exemple, Antoine, dans votre métier, donc les produits existent. Il y a déjà, je ne sais pas de référence. Combien vous avez de références produits? Plus de 10 000 aujourd'hui. Oui, c'est bien, c'est énorme. Comment, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas vous réinventer? C'est-à-dire que quand vous partez à la rencontre de producteurs, vous partez jamais avec un produit dans la tête, c'est plutôt des rencontres ou des surprises, des trouvailles, je dirais. Oui, c'est-à-dire que la notoriété de l'Audelas fait que beaucoup de produits arrivent à nous assez spontanément. Ensuite, c'est notre réseau de chefs qui est une grosse source d'information, nos clients donc. Et puis ensuite, eh bien, nous écumons à droite à gauche. Et il y a effectivement le hasard des rencontres, comme les salons aujourd'hui, où tout à l'heure, un garçon est venu me proposer de la poudre de thé Rooibos, on va dire un peu type imitation matcha. Et il a été aiguillé sur moi par Régis Ferret, qui est un des professeurs de pâtisserie de l'école Ferrandi. Donc il est allé voir Ferrandi, parce que Ferrandi, c'est quelque chose d'assez visible. Et il est tombé sur Régis Ferret. Régis Ferret lui dit, mais tiens, ce produit-là, il faut aller le mettre chez l'Audelas, chez Antoine.
Et tout à l'heure, le gars est venu me voir, il a pris ma carte et voilà comment Ah oui. il y a tout un réseau professionnel qui se met en place et qui permet que les informations circulent et ce qui permet de trouver au final de vous avez constituer des collections de produits. Dans vos équipes, est-ce qu'il y a des personnes dont le métier, c'est d'aller écumer, je dirais, le monde entier comme des chercheurs d'or pour trouver la pépite dans certains domaines? Alors j'ai de la chance parce que dans mon entreprise où il y a 120 salariés à Rungis, je suis le chercheur. Parce que j'ai la chance d'avoir un bras droit qui gère l'entreprise. Vous êtes en train de me dire que vous voyagez à longueur d'année. Voilà, je passe mon temps à voyager et à découvrir des produits. Et je dirais, je me suis gardé peut-être la partie la plus agréable, c'est-à-dire le contact avec les chefs et le contact avec les producteurs. Très bien. Et vous, Claude, je vais vous poser un peu la même question. C'est-à-dire qu'on a bien compris que les chefs pouvaient parfois avoir des exigences sur des moules de telle taille, d'une telle capacité, par exemple. Mais est-ce que vous aussi, vous créez des produits en vous disant on va les tester auprès d'un ou deux chefs et voir si ça fonctionne, ou en ayant une idée précise, par exemple, d'un dessert, ou c'est un peu le hasard qui fait aussi l'occasion? Alors, nous, en fait, on a 3 façons de créer. On crée avec des chefs. Alors, très souvent, nous, on sponsorise beaucoup les chefs qui font des concours. On sponsorise les jeunes qui vont faire des concours, les MOF aussi. Et très souvent, ces gens demandent quelque chose de particulier. Et cette pièce unique, très souvent, elle va devenir une pièce de série. La deuxième des choses, c'est qu'on essaie d'anticiper le besoin des chefs. Parce qu'aujourd'hui, le chef, son gros souci, c'est la main-d'œuvre, c'est d'aller vite, c'est d'être flexible. Donc, à nous de trouver des produits qui leur font gagner du temps. Et la troisième des choses, on essaye d'anticiper aussi les nouvelles tendances, parce qu'il y a des tendances dans la pâtisserie. On a parlé du macaron. Le macaron, ce n'est pas un grand classique de la pâtisserie française. Moi, je suis fils de pâtissier. Mon père, il y a 50 ans, il n'a jamais fait de macaron. Oui, c'est un nouveau produit. C'est quelque chose de relativement récent qui est devenu un classique de la pâtisserie française, mais ce n'est pas le classique de la pâtisserie française, c'est l'éclair, ce sont des choses comme ça. Donc nous, en fait, on travaille de 3 manières et de temps en temps, il arrive qu'un chef, il arrive et avec une très très bonne idée de produit, mais ça, c'est relativement rare. Très bien. Alors, comme le thème aujourd'hui, c'est la pâtisserie, le fleuron, un fleuron made in France, vous, par exemple, quel serait le macaron, puisque c'est votre spécialité, que vous n'avez pas encore réussi à faire pour X raisons et qui, pour vous, représenterait, puisqu'on le disait tout à l'heure que c'est pour la pâtisserie française, votre rêve absolu? Le rêve actuellement, parce qu'il est assez récent, oui. Et il est très tendance. On va repartir justement avec la tendance, arriver le sans sucre, le bio, le vegan aussi qui arrive. Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas vegan, j'ai des amis qui le sont, donc j'écoute. C'est leur droit de penser ce qu'ils veulent et ainsi de suite. Et du coup, c'est un challenge de pouvoir leur faire un macaron vegan. Donc il y a une bonne partie qu'on peut arriver à faire. Il y a une autre partie, c'est en fait, vous prenez des pois chiches et vous prenez le jus des pois chiches, vous les remplacez à votre blanc d'œuf. Donc j'ai pas encore fait tous les essais, on sait que ça monte en meringue. On n'a pas eu le temps d'aboutir au truc. Voilà, ça c'est celui qu'on va créer peut-être demain. Après, il va falloir le commercialiser. C'est pas le but du jeu. C'est déjà d'arriver, de le créer, d'être face à un produit. On se dit bon, on a quelque chose d'unique qui veut satisfaire certains frustrés de la pâtisserie. Bien sûr. Et entre le moment où vous avez une idée, par exemple, ça doit dépendre, hein, et le moment où on le commercialise quand même, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça peut prendre combien de temps? Alors, le vegan, ça fait un petit moment que je suis dessus et je ne l'ai pas abouti, et ça peut prendre 24 heures parfois. Ça peut être avec un chef. Voilà, il y en a un, il m'a demandé pour mardi, citron, curcuma, pour une grosse soirée avec des Indiens, je présume. D'accord. C'était oriental, donc voilà. Donc ça peut aller très très vite, et il faut aller très vite parce que la demande aujourd'hui, elle est aussi comme ça. Internet existe. Et bien sûr. Pour le culinaire, on subit aussi cet impact de réactivité et de service. Et vous, Antoine, quand donc les professionnels qui viennent chez vous viennent avec des idées très précises, est-ce que parfois ça vous est arrivé de ne pas pouvoir répondre à leurs demandes parce que malgré les 10 000 références, il n'y a pas le produit qu'on vous demande? Oui, ça m'est arrivé et j'ai une anecdote à ce sujet. Oui. C'est qu'il y a un chef français 3 étoiles Michelin qui vit en Angleterre, Michel Roux. Michel Roux vient me voir il y a une dizaine d'années. Il me pose 5 questions et sur les 5 questions, j'étais incapable de répondre.
alors que les chefs français me considèrent comme une des personnes les plus expertes au niveau des produits. Et sur 5 questions, j'avais 5 blancs. C'est drôle, donc ça montre qu'on apprend tous les jours. Il faut rester humble. Mais comme le disait Bruno à l'instant, le marché est maintenant mondial, les tendances se croisent au niveau planétaire et il faut être capable de trouver les ingrédients de la façon la plus efficace et la plus rapide possible. Et le produit, alors c'est compliqué, je sais, mais dans ce que vous vendez et ce que vous proposez, le produit d'excellence, enfin celui qui qu'on vous demande, ou le plus rare, ou le plus cher. Dans le domaine de la pâtisserie? Oui, dans le domaine de la pâtisserie. Alors il y a un produit qui me tient particulièrement à cœur, c'est la pâte de pistache, parce que c'est un produit qui est très galvaudé en moyenne sur le marché, où on trouve des pâtes qui s'appellent pistache, mais dont l'ingrédient principal n'est pas la pistache. Donc je ne saurais assez recommander de lire les étiquettes. Ah oui. Et voilà, donc sur le stand Le Delaz, vous pourrez goûter de la pâte de pistache de Sicile pure à 100%. Alors, ils vont tous y aller, attention. Je rejoins Bruno quand il disait il y a bien sûr des questions de prix, parce que c'est 3 fois plus cher que de la fausse pâte de pistache. Et tout le challenge pour nous, qui sommes des passionnés de produits et d'ingrédients, c'est d'arriver à convaincre les pâtissiers que leur intérêt est d'être le plus transparent et le plus honnête possible par rapport à leurs clients, même si on est tout à fait conscient des impératifs économiques dont Bruno parlait tout à l'heure. Pas seulement, le public a été quand même pas mal faussé pendant pas mal d'années en mangeant des choses, justement, ou avec des intitulés et rien, ou un minimum pourcentage, juste pour mettre le titre. Et au niveau gustatif, ils sont faussés. Donc quand on se retrouve en face de gens qui vous disent « mais non, ça n'a pas le goût de ce que moi je connais », c'est très frustrant déjà parce que nous on est sûr de notre produit et après on cherche aussi à comprendre ce qu'on nous dit en face de nous. Donc voilà, c'est très complexe. C'est tout à fait exact. Récemment j'ai rencontré un pâtissier parisien qui s'appelle Gilles Marchal. Oui. J'étais très fier de lui présenter ma pâte de pistache pure Sicile qui était d'un vert, on va dire bronze, marron. Et il me dit « Antoine, ça va pas du tout. C'est très bon, mais il faut que ça soit vert chlorophylle, vert fluo. » Ah oui, parce que les repères et les il m'a montré le produit qu'il utilisait, et je veux surtout pas donner le nom ni le décrier, mais comme le disait Bruno très justement à l'instant, il y a des usages qui se sont instaurés en matière de couleurs, en matière d'ingrédients, et je pense qu'on va arriver à un stade sur le marché où la transparence va l'emporter, mais on n'est pas encore tout à fait à ce point. Non, mais on s'occupe de la nouvelle génération. Très bien, c'est super. Et vous, Claude, puisque vous avez affaire à des artistes, les pâtissiers sont devenus, ils sont en règle générale des artistes, est-ce que vous avez parfois des demandes totalement loufoques? Oui, alors évidemment, tous les jours, on a des demandes très particulières et très souvent, on est juste incapable de fabriquer le produit. Maintenant, comme nous avons chez nous des gens qui sont encore des gens qui ont un métier manuel, et très souvent, on fait des pièces uniques pour quelqu'un qui a des exigences particulières. Et là, évidemment, le prix n'est plus le même, mais on est capable de le faire. Oui, ça devient une œuvre. Absolument. On a chez nous des soudeurs, on a des gens qui font de la forge, on a chez nous des gens qui savent presser, des gens qui savent polir. Donc, on est pratiquement capable de tout faire. Et ça, c'est encore un savoir-faire qui date de très, très longtemps et qui est très, très important. Aujourd'hui, les usines sont très mécanisées, très automatisées. Nous, on travaille encore de manière, dans certains ateliers, de manière complètement artisanale, parce qu'on a en face de nous des vrais artisans. C'est vrai que vous avez, ce sont des artisans et des artistes, et en plus dans le domaine de la pâtisserie, là je m'adresse à vous Bruno, vous avez quand même des représentants médiatiques qui ont rajeuni et aussi rendu glamour la profession. On voit beaucoup de pâtissiers. Il faut les remercier. Oui. Parce que c'est eux qui ont bien dépoussiéré et qui nous ont valorisés par rapport à d'autres métiers. C'est pour ça qu'on a une grosse tendance. On a des problèmes d'embauche. Donc il faut que ça se dépoussière tout ça. Il faut que les jeunes arrivent. Il faut écouter aussi les nouvelles générations qui ne travaillent plus comme nous on travaillait. Mais il y a surtout encore une fois, on va revenir sur les mêmes prénoms qui sont au devant de la scène. Oui. Et merci messieurs, c'est eux qui sont devant. Alors on peut les envier, on peut les jalouser. Mais non, il faut au contraire, c'est eux les fers de lance, c'est eux les locomotives, et nous, on n'a plus qu'à suivre. Ce que je regrette, moi, en étant en Provence et ainsi de suite, c'est que justement, les artisans ne comprennent pas ça. Et qu'il faut s'accrocher au wagon, ils tirent, allons-y, ils nous donnent ça copieusement, donc avec abondance, et on n'en profite pas assez. Donc il faut continuer
ils ont donné vraiment une belle image de notre métier. Ils nous mettent en valeur. Oui. Il faut qu'on continue derrière. À juste titre, vous le disiez, dans vos domaines tous les trois, puisque vous proposez le meilleur, vous devez aussi avoir des équipes qui excellent. Et justement, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas autant de brillants comment dire, étudiants ou brillants... Si, il y en a énormément. Il y a aussi beaucoup de frustrés. C'est ça, je voulais... On ne leur donne pas les capacités qu'il faut. Dans les entreprises, c'est compliqué. On a la rentabilité. On a des entreprises où c'est le banquier qui gère un petit peu plus que nous parfois. Ouais. Voilà, on n'a pas tout le temps de passer, de tout donner avec eux. Eux, ils n'ont plus... c'est pareil, ils ont un peu ancré dans la tête en disant, bon, voilà, on a des heures à faire, on fera peut-être pas plus. Mais après, tous ceux qui sont créatifs et qui veulent aller de l'avant, c'est pas évident non plus de les faire... avancer et de tirer vers le haut. On essaye, on fait des concours au niveau régional, mais c'est pareil, c'est du temps sur notre temps de vie. Donc l'artisan, il dit, mais ça, je passe déjà 15 heures dans mon labo. Si en plus, il faut que le week-end, j'aille faire des concours avec mes gars, ça devient compliqué. Donc voilà, la vie a changé. On n'a plus autant de personnel. Avant, en 82, on était 15 à Noël dans une pâtisserie qui était peut-être pas plus grand que ça. On tournait à 24 heures sur 24. La même pâtisserie aujourd'hui, dans mon ancien village, ils sont 2 toute l'année. Donc ça a beaucoup changé, bien sûr. Et ça ne sera plus jamais comme avant, ça c'est clair, ça il faut l'oublier. Il faut aussi changer après le système de vente. Il y a tout un schéma de changement profond de notre métier à avoir. C'est la prochaine étape. Et est-ce que vous êtes alors vous peut-être un peu moins, mais est-ce que vous avez conscience, parce qu'on parle beaucoup aussi de la pâtisserie familiale, dans chaque maison, c'est fédérateur. On en revient aussi pas mal à la pâtisserie faite maison. Est-ce que ça a des incidences pour vous, dans votre métier? Ça fait travailler monsieur. Chez nous, énorme, puisque Voilà. Aujourd'hui, on a vu sur le stand depuis ce matin, je crois qu'on a eu 500 personnes qui ont acheté un produit. Oui. Donc ça veut dire que tous les gens qui viennent, ils ont un besoin particulier. Et en fait, la qualité, ça va aussi avec la diversité. Et ça, on ne le dit pas assez. La non-qualité, c'est la standardisation. La qualité, c'est la diversité. Donc, effectivement, nous, on profite à plein de tout ça. Et ce que je voulais dire aussi, et ça, on l'oublie très, très souvent, la pâtisserie, c'est français. Il n'existe pas d'autre pâtisserie que la pâtisserie française. Monsieur doit le savoir, il a dû voyager. Il existe effectivement de la pâtisserie allemande, autrichienne, dans d'autres pays. Mais en fait, la diversité de la pâtisserie, c'est français. Dans d'autres pays, vous avez 10, 15, 20 spécialités. En France, vous en avez des centaines. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc la pâtisserie, c'est français. Il y a la cuisine italienne, japonaise, cubaine, il y a tout. Mais quand on parle de pâtisserie, c'est la France. Et vous, Antoine, est-ce que vous fournissez donc pas que des Français? On vient aussi chercher vos produits de l'étranger ou pas? Oui, exactement. Nous exportons dans le monde entier. Vous exportez. Et est-ce qu'il y a une différence d'acte d'achat entre un pâtissier français et on va prendre un pâtissier, je ne sais pas, allemand par exemple? Vous parliez d'Allemagne. Je dirais qu'un pâtissier français, il est totalement imprégné de cette culture française. Il a des idées relativement arrêtées sur son métier et sur les ingrédients qu'il doit utiliser, ce qui est parfois un obstacle pour nous pour arriver à lui fournir les produits que nous jugeons supérieurs ou plus qualitatifs. Un pâtissier étranger, c'est quelqu'un qui est venu se former en France, certes, et qui s'est imprégné des fournisseurs, des produits, mais qui a parfois une ouverture d'esprit un peu plus grande. Et le poids des habitudes, enfin, on sent que cet historique séculaire de la pâtisserie joue encore aujourd'hui et qu'il est parfois difficile de faire changer certaines habitudes. Et donc, voilà, mais c'est pas du tout un reproche, c'est juste un constat. Bien sûr, oui, et si vous aviez un rêve tous les trois par rapport donc à la pâtisserie fleuron Made in France, quel rêve vous auriez? C'est une question un peu bizarre. Pour moi, c'est très simple, c'est qu'en fait, le monde entier donne une telle importance à la pâtisserie que la France lui donne, tout simplement. Et je pense que si ça, c'était le cas, vous, moi, en fait, on pourrait faire exploser nos sociétés. Aujourd'hui, la pâtisserie a une telle importance en France, elle a un peu d'importance dans d'autres pays. Il y a encore beaucoup de pays où, en fait, on ne la connaît pratiquement pas. Alors, j'entends ce que vous me dites. Est-ce que c'est pas un peu chauvin
Est-ce que vous êtes sûr que la pâtisserie est vraiment française et est très différente des autres pays? Elle est très différente parce qu'en fait, elle existe dans sa diversité. C'est ça la différence. Donc, si vous allez en Amérique du Sud, évidemment, vous allez trouver de la pâtisserie en Argentine, mais vous aurez combien? 5, 6, 7 spécialités pâtissières. Aujourd'hui, chez nous, en France, vous allez dans une pâtisserie de quartier, vous avez au moins 30 produits différents à proposer. Ça se compte en région? Oui, et en plus, voilà, ça se Il y a des démultiplie en région. spécificités régionales, Donc, bien sûr. ça, c'est la réalité de la pâtisserie. Et vous, alors vous êtes spécialiste du macaron, mais quelle est pour vous la pâtisserie, après le macaron, qui représente le mieux la France? La pâtisserie française? Il n'y en a pas une spéciale, je pense, comme monsieur le dit, ça peut être certainement la pâte à choux, la meringue. Non, c'est pas un produit unique, je pense que C'est la pareil, diversité. c'est un ensemble de choses qui valorise la pâtisserie, c'est un tout. C'est un tout. D'accord. Antoine? Et moi, je donnerais juste une anecdote. Je suis vraiment frappé de voir comment mes amis chefs de cuisine ou pâtissiers sont reçus au Japon. Ils sont reçus vraiment comme des superstars. Certains font plus d'affaires au Japon qu'en France. Et ils sont accueillis comme des stars mondiales de la musique, quoi. C'est très impressionnant. Ils retrouvent. Il y a des affiches avec leurs portraits dans les hôtels où ils officient. Et c'est vraiment, pour moi, c'est très marquant de voir comment ce produit, en particulier la pâtisserie, quel impact il peut avoir à l'étranger. Alors justement, à l'étranger, est-ce que c'est la pâtisserie qui est la star ou le pâtissier? Est-ce qu'un pâtissier français, vous par exemple, des macarons, est-ce que vous pensez qu'à l'étranger, c'est votre personnalité ou ce sont vos macarons qui seraient... Alors, il faut que ça soit fait par un chef français et il préfère l'importer. En paradoxe, moi je suis pas trop pour l'export en fait. D'accord. Mais pour donner de la valeur au produit, ils aiment bien que le produit soit fait en France et mangé chez eux. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Quand vous dites exporter, ça veut dire que vous préférez aller créer sur place moi, plutôt que créer... Oui. Personnellement, oui, parce que j'ai mon éthique. Mais le produit lui-même se vendra mieux s'il est fabriqué en France. D'accord. Qu'il a voyagé et vendu dans le pays avec le nom du chef. C'est comme un label. C'est comme un label le fait d'être fait sur place. Je pense qu'il y a d'autres soucis par rapport à ça. Mais donc la plus-value du produit, c'est quand il est fabriqué en France. D'accord. Après, les Japonais, eux, en ont fait quelque chose d'extrême et c'est magnifique. Et justement, c'est là que je veux en revenir. C'est quand même, encore une fois, ces pâtissiers qui mettent la pâtisserie en avant au niveau mondial et qui font avancer la pâtisserie. Et il n'y a plus qu'à nous à suivre. Ça paraît, quand on vous écoute, tout paraît tellement simple, mais c'est quand même, ça a dû changer le rythme de vos vies, quand même, ce coup de projecteur, les médias, les journalistes sur la pâtisserie. Avant, vous ne viviez pas que de... Mais avant, on était un vulgaire fabricant de gamelles et aujourd'hui, on est devenu en fait un fabricant d'ustensiles. Nous, on dit souvent, en fait, nos ustensiles sont un peu le prolongement de la main du chef. Et en fait, nos ustensiles sont liés justement à l'intelligence de la main du chef. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on parle d'intelligence, on parle de main, mais là, c'est l'intelligence de la main. Et aujourd'hui, on sait qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On sait très bien que l'intelligence artificielle, elle va remplacer une certaine forme d'intelligence, elle va remplacer un certain nombre de travaux manuels, mais elle ne pourra pas remplacer l'intelligence de la main. Et est-ce que vous avez, il y a une idée reçue, par exemple en pâtisserie, que vous aimeriez que les journalistes ou que le grand public n'ait plus ou n'ait pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange les uns et les autres? Parce que là, on parle que de choses très positives, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un... Il y a la congélation qui est un sujet tabou, entre guillemets, où on évite de mettre en avant. Bon, maintenant, il est régulé. Il y a des lois qui sont pour bien montrer les labels, comme quoi c'est passé en surgélation et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de notre travail. C'est un outil à part entière, autant qu'une casserole ou qu'un cercle. La surgélation, la congélation fait partie. C'est un outil de travail parce que on a des soucis de personnel. On arrive à faire confiance quand on discute avec les gens et qu'ils ne sont pas bornés, à leur faire comprendre que des choses impossibles aujourd'hui sans ce type d'évolution. Et c'est intéressant, la congélation, c'est quelque chose que vous prenez en compte, vous, dans le choix de vos produits, par exemple? Absolument. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des idées reçues sur certaines techniques de conservation des produits, comme la congélation. C'est-à-dire la congélation est perçue comme étant quelque chose de négatif, alors qu'au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement positif. J'ai été frappé en visitant l'atelier de pâtisserie d'Oriol Balaguer à Barcelone
qui a été champion du monde de pâtisserie, et de voir la taille des chambres de congélation. Et j'ai réagi un peu à la française, un peu négativement. Et il m'a dit, mais non Antoine, c'est normal, c'est la façon moderne de travailler aujourd'hui, et ça ne diminue en rien la qualité des produits finis. Très bien. Alors vous qui nous écoutez, avez-vous des questions à poser à mes invités? Oui, madame. Je vais me déplacer. Je vais rester avec vous parce que c'est moi qui ai le micro. Donc. Bonjour, merci pour tous ces super renseignements. Comme américaine, ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce que vous pensez seraient les prochaines tendances. Bon, le macaron, c'est sûr que partout dans le monde, on sait que c'est le fleuron, enfin, comme vous avez parlé, de la pâtisserie moderne française. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les prochaines années? Merci beaucoup. Alors demain, quelle est la pâtisserie de demain? C'est un peu ça votre question. Alors paradoxalement, je suis mal passé pour en parler. Ça va être le sucre. C'est de faire descendre les taux de glycémie. C'est quand même le diabète qui arrive en tête de liste, hein, surtout dans votre pays en plus, où vous consommez énormément de sucre. Donc il y a des lobbying qui sont derrière. Donc à nous, en tant qu'artisans, de donner le modèle. C'est encore les artisans et les petits qui vont trouver les solutions. Et c'est certainement les grandes maisons, les industriels qui vont récupérer derrière et qui vont pouvoir... voilà. Mais on travaille... tous les pâtissiers travaillent déjà dessus depuis un certain temps. Hein. Encore une fois, c'est toujours les mêmes qui ont mis ça en avant depuis des années. Et voilà, on commence à y venir, à descendre les taux de sucre dans toutes nos crèmes, qui tiennent. Il y a des nouvelles farines aussi, sans gluten. Donc, on en parlait encore hier soir. Il y a des vieilles farines qu'on remet au goût du jour parce que justement, le gluten ne se développe pas en fait dans le produit. Et donc, du coup, avec notre santé fragile aujourd'hui, on va se développer avec ce modèle-là. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre question? N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Personne? Eh bien, je crois que je vais pouvoir vous libérer, vous remercier. Merci. Merci infiniment. Bon après-midi, on se retrouve tout à l'heure. Merci.